nous rend meilleurs, ouvre notre curiosité, augmente notre tolérance, accroît la mobilité sociale, que les bénéfices à la fois individuels et collectifs sont considérables. C'est du lien social, c'est du lien générationnel. On croit aussi que les artistes sont des agents du changement, qu'ils ont le pouvoir, à côté des scientifiques, à côté des activistes, d'inspirer les changements sur la façon dont nous vivons tous ensemble. Et donc, c'est parce qu'on est convaincu que le pouvoir de l'art est tel que tout le monde devrait pouvoir en faire l'expérience qu'on constate, malheureusement, comme vous, que malgré les efforts des institutions culturelles, et ce, dans toute l'Europe et je dirais dans le monde entier, il y a encore un plafond de verre qui explique qu'il y a une grande différence, il y a une fracture culturelle. On parle beaucoup dans le débat politique de fracture sociale, on parle aussi parfois de la fracture numérique, mais il y a une fracture culturelle entre ceux qui sont globalement un tiers qui vont dans les expositions, les théâtres, les cinémas, les musées, et ceux qui n'y vont pratiquement pas, voire jamais, et qui constituent une majorité silencieuse. Et on voit bien qu'il y a des facteurs sociologiques et des facteurs géographiques et des facteurs économiques qui expliquent tout ça, mais la réalité est là, en fait. L'art, pour beaucoup, reste quelque chose d'assez conceptuel, d'assez distant, d'assez ennuyeux parfois, et beaucoup de préjugés, notamment sur l'art contemporain, et dont on ne perçoit pas l'utilité. Et donc, c'est vraiment sur ce constat, sur cette conviction qu'on s'est tous engagés de manière assez militante et très active pour essayer d'imaginer des solutions qui vont permettre d'élargir les audiences traditionnelles du monde de la culture. Moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que je me suis engagé dans cette aventure de la philanthropie, d'abord avec le Louvre, ensuite avec Beaux-Arts Magazine, ensuite auprès du gouvernement avec le Pass Culture. Et maintenant, voilà, je m'y consacre à temps plein avec Art Explora, avec la belle équipe autour de moi. Alors, comment on fait ça? On a des projets qui ont tous à peu près la même philosophie. La première, c'est le nomadisme. Puisque les gens ne viennent pas à la culture, alors du coup, il faut que la culture aille taper à leur porte là où ils sont. Donc, vous allez voir beaucoup de notre projets, que ce soit le bateau, que ce soit les camions, que ce soit la communauté des bénévoles. Voilà, on est des nomades sur la route pour aller chercher les gens là où ils sont. La deuxième chose, c'est je crois qu'on est des créatifs. Donc, on essaie de ne pas être la énième fondation d'art contemporain avec les mêmes propositions que vous trouvez par ailleurs, qui sont d'ailleurs super. On n'est pas dans le jugement, mais on remarque que ces propositions ne sont pas suffisantes pour mobiliser au-delà des cercles traditionnels. Et donc, on a quelques convictions. C'est que beaucoup de ce qui fait l'intérêt de l'art, c'est beaucoup le mélange, c'est-à-dire la capacité dans un même moment d'écouter de la musique, de voir un tableau, de voir une performance. Donc, c'est l'hybridation. Ça, c'est une première conviction. La deuxième chose, c'est une part de la technologie. Clairement, moi, je l'ai vu avec le Pass Culture, pour attirer des publics notamment plus jeunes, le fait d'embarquer en amont de la visite ou en aval de la visite ou pendant la visite, une part de technologie essentiellement digitale, smartphone, ça permet d'aller toucher des publics voilà, non traditionnels. La troisième chose, c'est que nous, on est vraiment des partenaires du monde culturel, on n'est pas des concurrents. Autrement dit, vous allez voir beaucoup des projets qu'on porte, on le fait en association avec d'autres institutions. On se vit un peu comme la première marche de l'escalier en disant si jamais on fait bien notre travail, alors on va amener du trafic au Louvre, à Versailles, à l'Opéra, au musée anglais, espagnol, quel qu'il soit. On est vraiment une fondation globale, c'est-à-dire que comme tout le monde, on est né quelque part, on est né en France, mais beaucoup de nos projets, la plupart de nos projets sont des projets globaux. On invite des gens du monde entier, on s'adresse vraiment au monde entier. Et enfin, pour terminer sur l'introduction, on est vraiment tous les arts. Dans Art Explora, on n'a même pas mis de S parce que c'est l'art au singulier, mais qui inclut tous les arts, donc toutes les formes d'expression que vous retrouvez dans l'Académie des Beaux-Arts, toutes les périodes. On n'est pas une fondation d'art contemporain, on n'est pas non plus une fondation d'art ancien. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la rencontre du plus grand nombre avec les artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour rentrer dans le détail d'un projet, le premier, dont vous allez beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent, parce que je pense qu'il va faire beaucoup de bruit, d'ailleurs on en est très content, c'est cette idée du bateau-musée. Donc, le bateau-musée part d'un constat simple. Une part importante de la population dans le monde
vit dans les estuaires de fleuves ou au bord de la mer pour des raisons historiques de commerce, d'invasion, de fertilité de ces régions. Et du coup, on a eu l'idée de faire un bateau qui soit un bateau musée, c'est-à-dire qui s'appuie sur la fascination de la plupart d'entre nous. On n'a qu'à le voir sur les départs de grandes courses, des régates, des événements nautiques, même du salon nautique à Paris. Et il y a une fascination des gens pour les bateaux, et notamment pour les plus grands bateaux. Et celui-là sera d'ailleurs le plus grand catamaran à voile du monde jamais construit, puisqu'il fera 48,50 m de long et 18,50 m de large, et le mât fera 55 mètres de haut. Donc extraordinairement visible, comme vous pouvez voir l'image en 3 dimensions dans le port de Marseille. Et donc, on a ce bateau-musée qui est en cours de construction, qui est à la fin de son cycle de construction en Italie, au chantier de La Spezia, et qui sera lancé. Voilà, donc vous avez le bateau en construction, donc il manque le mât, il manque les intérieurs, mais on est dans les temps pour le rendez-vous de Marseille, donc la semaine du 12 octobre, où vous êtes tous invités et attendus. Et donc, à bord de ce bateau, vous aurez des expériences digitales, donc une association avec le musée du Louvre qui nous a concocté un film qui s'appelle l'Icône, la représentation de la femme en Méditerranée dans l'histoire de l'art. Et donc, on va s'intéresser, le film en 14 minutes va montrer comment les différentes civilisations ont représenté la femme dans le bassin méditerranéen. Et sur le pont supérieur, vous avez une expérience sonore qui est une promenade acoustique à travers tous les sons iconiques, naturels, culturels de la Méditerranée, et qui organise un vrai voyage immersif. Et devant le bateau, vous avez des pavillons dans lesquels il y a de l'art physique ou des expériences encore digitales. Donc, vous voyez les pavillons qui sont dessinés et qui ont été faits par Jean-Michel Villemotte. Donc, on a des œuvres que nous allons amener avec nous, qu'on avons commissionnées, ou des œuvres qu'on va nous prêter, que des institutions locales, à chaque fois, vont nous prêter. L'idée, c'est d'avoir un dialogue et d'être aussi un promoteur des scènes artistiques locales. Et puis, une place centrale au milieu avec qu'on a appelé l'Agora, dans lequel il y a des expériences de danse, de musique électronique, de performance et de conférences aussi pendant la journée. Donc, ce projet, il va durer 2 ans. Donc, c'est une odyssée autour de la Méditerranée. On va faire 15 sports étapes dans lesquels on va rester en moyenne 15 jours. Et donc, on a voilà, jusqu'à la Turquie, au Levant, à Chypre, à Malte, en passant par les portes de Gibraltar, à Lisbonne et à Tanger et à Rabat. On couvre toute la Méditerranée et on va toucher des millions de personnes avec ce projet qui est très attendu. Deuxième projet, alors cette fois-ci, on vous emmène en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre. J'étais hier à Liverpool pour la conférence de presse de lancement du MUMO. Donc, le MUMO, c'est un projet qui a déjà une dizaine d'années en France et le MUMO nous a prêté son camion pour que nous financions son voyage en Angleterre, dans la région de Liverpool. À chaque fois, le principe, c'est l'association entre le musée mobile et une institution partenaire. Là, on a signé donc, dans cet esprit de partenariat avec la Tate Liverpool, qui est une émanation de la Tate à Liverpool. Et on présente dans le camion une exposition qui s'appelle Radical Landscape. 17 artistes, 21 œuvres, avec des œuvres de Turner, de Constable. On a vraiment des poids lourds historiques et en même temps Veronica Ryan qui a gagné le Turner Prize en 2022. Donc vraiment une jolie exposition sur cette thématique de la représentation du paysage dans l'histoire de l'art, avec des choses encore une fois classiques et contemporaines. Et toujours une idée d'un art qui suscite des questionnements sur l'impact de l'homme sur le paysage, évidemment, donc toutes ces questions environnementales que l'on peut traiter également à travers l'histoire de l'art. 10 semaines d'exposition et la conférence de presse était un énorme succès. On a eu un très bel article dans le Guardian qui fait vraiment référence en matière culturelle dans le paysage anglais, plusieurs interviews télé où je suis à l'antenne et un intérêt très fort pour cette démarche qui n'a jamais été faite. C'est la première fois que des collections publiques anglaises montent à bord d'un camion et font un voyage dans les campagnes et dans les quartiers
un peu désertique et a abandonné l'industriel, enfin les vestiges de l'industrie anglaise du 19e siècle. Donc, une expérience qui est suivie de très près par le monde culturel anglais et qui va, à mon avis, connaître le même succès que ce qu'elle a connu en France. Sachez qu'en France, on a fait un deuxième camion qui s'appelle le MUMO également, avec le Centre Pompidou et qui est en tournée depuis maintenant début juin, avec une première exposition qui a changé et qui est partie pour 3 ans, parce que c'est un partenariat qu'on a signé pour 3 ans avec le Centre Pompidou. Voilà, je vais passer la parole à Zoé. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Zoé Daly, responsable des projets artistiques à la Fondation Art Explora. Et donc, je vais vous parler de notre programme de résidence d'artistes dont nous fêtons à la fin du mois le 2e anniversaire. Donc, ce programme de résidence a été fondé en 2021 sur le site assez incroyable et unique de la Cité des Arts de Paris à Montmartre, sur lequel nous occupons 8 ateliers logement. Et nous avons accueilli depuis son lancement 41 artistes en résidence. Donc artistes, mais aussi des chercheurs de toutes les disciplines et pratiques artistiques, émergents et confirmés, parce que cela vient d'un vrai désir, une envie de faire dialoguer les scènes les plus jeunes et les scènes les plus installées, mais aussi de toutes les zones géographiques. C'est un programme qui s'intéresse aux grands enjeux contemporains, notamment les liens entre l'art et la science, les nouvelles technologies, mais aussi les questions sociales et environnementales. On propose donc aux artistes de candidater avec un projet pour 2 programmes, donc un programme solo qui est dédié aux artistes uniquement et un programme duo pour une collaboration entre un artiste et un chercheur ou un scientifique. On pense que vraiment notre programme de résidence se distingue par l'accompagnement sur mesure qu'on propose aux artistes déjà dans le développement de leur projet de résidence en France, puisqu'on travaille vraiment sur une mise en réseau de ces artistes avec tout le secteur associatif, mais aussi des scientifiques, des chercheurs, et aussi dans le développement de leur carrière, puisqu'on organise donc de façon hebdomadaire des studios-visites avec des professionnels du monde de l'art. Donc Frédéric le disait, partager les arts et la culture avec le plus grand nombre, c'est la mission que s'est fixée Art Explora. Et c'est pourquoi on organise déjà régulièrement des workshops avec des associations, donc ça tout au long de l'année. Mais on organise aussi 2 temps forts par an au terme de la résidence des artistes ou pendant un festival donc, qui s'appelle Croisement les rencontres de Montmartre, qui est en réalité des portes ouvertes du site, où l'on ouvre le site au public pendant 3 jours. Le public est donc invité à rencontrer les artistes, aller dans leurs ateliers, échanger avec eux, mais aussi pour assister à des performances, des conférences, des projections de films d'artistes et une programmation qui est déployée pendant ces 3 jours. Au début du mois de février, les 3, 4 et 5 février, s'est tenue donc la 4e édition des rencontres. On a accueilli près de 1500 visiteurs sur le site de Montmartre, une vingtaine d'associations, dont 200 bénéficiaires qui ont pu assister donc, à une dizaine de workshops menés par les artistes. Donc, la prochaine édition aura lieu à la fin du mois de juin. Donc nous vous reconfirmerons les dates, bien sûr, et vous donnons rendez-vous à ce moment-là. Si on peut passer à la slide suivante pour revenir notamment sur le dernier appel à candidature, mais aussi les projets et les artistes que nous allons accueillir à compter du début du mois de mars. Donc pour le dernier appel à projet, nous avons reçu près de 1750 candidatures d'artistes de 108 nationalités, de 108 pays, qui sont en fait des chiffres intéressants puisqu'ils montrent qu'on touche des horizons géographiques vraiment divers. Et ça, c'est notamment grâce à notre comité de sélection qui est constitué de commissaires d'exposition, conservateurs de musées, chercheurs, écrivains du monde entier. Je pense notamment à Simon Djami, qui est un commissaire d'exposition spécialiste de la création contemporaine du continent africain, ou Magali Ariola, qui est la directrice du musée Tamayo d'art contemporain au Mexique, Diana Campbell-Bettencourt, qui est la directrice artistique de la Samdani Art Foundation au Bangladesh, qui nous permet de nous ouvrir aussi sur toute l'Asie du Sud-Est. Emmanuelle Cochia, qui est philosophe et chercheur, Isabelle Godefroy, directrice artistique de la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, et Hans Ulrich
Obrist, qui est l'un des plus grands commissaires d'exposition au monde et qui nous accompagne fidèlement depuis 3 ans. Et peut-être que je peux vous présenter donc rapidement les projets des artistes qui nous rejoindront donc, au début du mois de mars. Donc pour commencer, Adminoliti, qui vient d'Argentine, qui a tout un travail autour de l'abstraction géométrique et qui développera toute une nouvelle série d'objets, de peintures et de dessins. Alex Basinski-Jenkins, qui est un artiste chorégraphe polonais et anglais et qui s'intéresse aux questions de genre. Bora Babocci, qui est une jeune artiste albanaise qui a une formation d'architecte, qui travaille le dessin, l'installation et la performance notamment, et qui proposera un projet autour de 5 km de la Bièvre à Paris qui ont disparu au début du XXe siècle. Diamond Stingili, qui est une artiste montante américaine, qui est née en 1990, donc très jeune, et qui travaille sur les questions de classe, de race et de genre. Flaka Aliti, donc du Kosovo, une autre artiste qui vient des Balkans et qui produira son projet Whose Bones, constitué donc de squelettes, de sculptures grandeur nature d'os d'animaux, en vue d'une exposition qu'elle développera au musée de la chasse et de la nature à Paris. Gabriel Massan, qui est un artiste digital, numérique et pluridisciplinaire qui vient du Brésil, qui travaille l'animation 3D, les jeux vidéo, les NFT, qui va développer un projet autour des violences policières et du racisme. Imanissa, pour continuer, qui est une artiste égyptienne, qui va développer un projet autour de la représentation et du portrait dans les collections de l'Institut du monde arabe à Paris. Karan Shrestha, qui est un artiste indien qui pratique le dessin, la sculpture, la photographie et qui écrit aussi. Kirill Shavchenkov, qui est un artiste russe exilé en France et qui devait représenter la Russie à la dernière Biennale de Venise, qui a refusé de participer à l'événement, bien sûr, suite à la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, et qui travaille autour des régimes autoritaires et de la manipulation de l'information. Lina Laraki, qui est une jeune artiste marocaine, qui va développer un film autour de la manière dont la folie a été traitée au XIXe siècle, et notamment à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et enfin, donc, le duo Paki Hardware, qui vient de Lituanie, et qui vont proposer un projet autour de l'influence de la technologie sur l'économie et le matérialisme. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir le travail de ces artistes, on vous donne donc rendez-vous à la fin du mois de juin pour la 5e édition des Rencontres de Montmartre. Et je vais passer la parole à Blanche. Merci beaucoup Zoé. Bonjour à toutes et tous. Blanche, donc je suis la directrice artistique de la Fondation Art Explora. Je travaille en lien avec Zoé évidemment sur le programme de résidence et de manière très très prenante sur un très gros projet où la Fondation Art Explora est engagée, qui est le Hangar Y, qui ouvrira ses portes dans à peu près un tout petit peu moins d'un mois, le 22 mars très précisément, qui est donc un lieu assez extraordinaire avec une histoire très emblématique autour de l'aéronautique, qui est un bâtiment fin 19e siècle, construit pour l'exposition universelle en 1878 sur le Champ de Mars, qui a été ensuite installé l'année d'après au cœur de la forêt de Meudon, donc à quelques kilomètres de Paris, dans un environnement totalement immergé dans la nature et à proximité quand même directe de Paris, un lieu extrêmement emblématique puisqu'il a fait voler au début du XXe siècle les premiers dirigeables, et notamment le dirigeable La France, pour son premier vol à circuit fermé. Donc c'est un lieu essentiel dans l'histoire de l'aéronautique française, et c'est un lieu qui, au-delà de ça, est dans une enceinte, un ensemble historique d'un parc de 10 hectares avec un bassin le nôtre. C'est un lieu d'une poésie rare, d'une magie extraordinaire, qui est vraiment fascinant pour les artistes. Et donc, on a rénové ce lieu qui ouvrira donc ses portes très prochainement pour en faire un lieu, une véritable destination culturelle, un lieu qui accueillera des expositions par an, dont une pilotée par Art Explora, qui sera la première, notamment cette exposition inaugurale que vous découvrez à partir du 22 mars et dont je vais parler plus en détail, qui se déroulera donc sur les grandes mezzanines au sein de ce bâtiment de 4000 mètres carrés, qui est monument historique, qui a une hauteur de 25 mètres de haut, donc qui a une architecture totalement incroyable, une échelle vraiment magnifique et qui fascine vraiment tous les artistes qu'on emmène, avec qui on travaille sur ce projet d'exposition.
Il y a également un restaurant qui sera sur l'eau, sur le bassin Le Nôtre, et on travaille en lien avec le Perchoir pour ce projet-là. Et puis un parc de sculptures, donc une vingtaine d'œuvres d'artistes parmi les plus importants sur la scène internationale, qui présenteront donc leurs œuvres en lien direct avec la nature. Et des œuvres que l'on veut très participatives, où le public peut vraiment s'approprier ces œuvres, créer une véritable interaction avec ces œuvres. Donc, on peut, par exemple, utiliser des bancs de Ernesto Neto, monter sur les grandes courgettes de Sarah Lucas, où il y a une vraie interaction entre la nature et la participation du public. Et enfin, un parcours sonore de l'IRCAM autour des présences animales et végétales au sein de ce parc donc de 10 hectares. Pour en venir plus en détail sur l'exposition inaugurale, on travaille vraiment sur un clin d'œil à l'histoire de ce lieu, donc comme je disais, qui était le berceau de l'aéronautique, et également sur Meudon. Meudon, c'est un berceau scientifique, puisqu'il y a le CNRS, il y a l'Observatoire de Paris qui est à Meudon, l'ONERA. Donc, l'enjeu des grandes thématiques universelles qui vont être traitées à travers les expositions qu'on présentera donc, au sein de ce bâtiment sont vraiment en lien avec les enjeux scientifiques, technologiques et environnementaux, les enjeux contemporains. Comme le disait Frédéric, c'est essentiel pour nous de montrer que les artistes s'interrogent depuis des décennies sur des problématiques qui sont toujours très actuelles et des problématiques évidemment du futur. Donc, on porte aussi ce regard à travers les thématiques qu'on va aborder dans ces expositions. On a pour objectif ce lieu est vraiment accessible à tous, donc on sera très innovant ici en termes de médiation apportée au public, avec des dispositifs à la fois numériques, des dispositifs de podcast, des dispositifs sonores, et on en parlera un peu plus en détail par rapport à l'exposition. Donc, l'exposition, la première, s'appelle « Dans l'air, les machines volantes ». Dans l'air, c'est un hommage à Santos Dumont, qui est un pionnier de l'aviation mondiale. Et Dans l'air, c'est un livre qu'il a rédigé. Et donc, l'objectif, à travers cette exposition « Dans l'air », c'est de présenter la fascination pour les artistes pour l'envol, pour le vol, l'idée de voler, les machines volantes, l'objet volant. On part évidemment de Da Vinci, Léonard de Vinci, qui était ce grand génie, inventeur, artiste et obsédé, fasciné par les machines volantes, donc avec un facsimilé qui débutera l'exposition de Da Vinci sur les machines volantes. Et puis, on présente, comme le disait Frédéric, c'est important pour nous, différentes générations d'artistes, donc des artistes à la fois historiques, les fameux fous volants, constructeurs du ciel, comme Panamarenko, Gustav Mesmer, qui ont consacré leur vie à traiter de cette question de comment pouvoir voler, en fabriquant, en construisant avec énormément de créativité des objets volants. Donc, on présente vraiment des œuvres historiques, des œuvres d'art brut aussi qui sont pareilles sur cette fascination, cette obsession autour de l'idée de voler. Et puis, des objets, des images d'archives, des collections de musées très importantes, comme des collections du musée de l'air et de l'espace, des collections du musée d'Orsay, des collections privées de la Ballonmania, de collectionneurs comme Henri Sédou, qui collectionne énormément de maquettes de soufflerie. En regard des artistes très contemporains. On a plus d'une quarantaine d'artistes contemporains, parmi là aussi des artistes extrêmement installés sur la scène internationale comme Doug Aitken, Adèle Abdesemed, Laure Prouveau, Johanna, Adjib Thomas et Khalil Jorej, Latifa Eshakch, des artistes plus émergents aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer ce dialogue entre les générations. Et comme je le disais, des objets également, donc d'avoir ces regards croisés entre une sorte de grand cabinet de curiosité qui présente cette fascination pour l'objet volant à travers le temps et donc à travers le regard des artistes. Donc c'est une exposition qui est très riche, très dense, comme je disais, une sorte de grand cabinet de curiosité avec plus de 120 œuvres et objets qui sont présentés au sein du hangar Y et qui nous permettent vraiment d'avoir un regard très riche sur cette histoire, cette fascination pour le vol. Donc, on vous donne rendez-vous à tous pour venir découvrir cette exposition à partir du 22 mars au hangar Y et jusqu'au 10 septembre 2023. Donc, ce sera une exposition qui durera 6 mois et qui sera ouverte donc le week-end et puis pendant toutes les vacances scolaires.
Je laisse la parole maintenant à Mathilda qui vous présentera donc le dispositif de médiation qu'on met en place autour de cette exposition. Merci beaucoup Blanche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Mathilda Bossé, je suis chargée de projet numérique à la Fondation. Je suis notamment en charge de la plateforme Art Explorer Academy, que vous connaissez peut-être, qui est un site et une application de découverte de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un parcours de médiation sonore que nous avons développé pour l'exposition. On va proposer donc un parcours pour les adultes et un parcours pour les enfants, donc sous forme de stations d'écoute. Il y en aura 12 au total, donc 6 pour les adultes, 6 pour les enfants, qui seront répartis dans l'exposition et qui vont permettre aux visiteurs, donc vous permettre de découvrir plus en détail une œuvre. Les visiteurs seront autonomes avec leur propre smartphone et leurs écouteurs pour accéder au contenu sonore. Il y aura des QR codes qui seront disposés donc dans l'entrée de l'exposition et devant chaque œuvre pour pouvoir écouter les éléments. Donc, n'oubliez pas de prendre vos écouteurs si vous venez visiter le hangar. Et ceci dit, si vous les oubliez, pas de panique parce que ces dispositifs sont également accessibles en ligne sur le site du Hangar Y et sur la plateforme Art Explorer Academy. Donc, pour ces capsules sonores, on a travaillé avec un studio qui s'appelle Minoir, on a travaillé ensemble autour d'une narration décalée et poétique. L'idée était de proposer un regard assez original sur les œuvres qui sont présentées. Donc, pour les adultes, on va être accompagné par une figure importante de l'aviation, qui est la figure et la voix d'Elisa de Roche, qui est une aviatrice française, qui est la première femme à avoir obtenu son brevet de pilote au monde, donc en 1910. Donc, une figure importante pour la conquête aéronautique, mais qui était elle-même artiste également et comédienne, donc une figure assez haute en couleur qui va accompagner les visiteurs avec humour et didactisme dans ce voyage imaginaire inspiré des 6 œuvres de l'exposition. Et par ailleurs, pour les enfants, nous avons proposé à des élèves de 2 écoles de Meudon, donc l'école Monet-Debussy et l'école Jules Ferry, de partager, comme les artistes, leurs questions et leur histoire personnelle autour du rêve de voler. Donc, c'est l'image que vous voyez en bas à droite, qui est très mignonne, d'enfants qui enregistrent le podcast ensemble en classe. Et donc, on a travaillé également avec un très jeune podcasteur qui a 7 ans, qui s'appelle Oden et que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants qui suivent sa chaîne de podcast qui s'appelle Les Podcasts d'Oden et qui va prêter sa voix en réponse aux réactions des enfants. Donc voilà, on a ces 2 dispositifs-là qu'on a essayé de concevoir à la fois comme des outils de médiation parce qu'ils vont vraiment apporter un éclairage et un contenu complémentaire sur les œuvres, mais aussi comme une invitation à rêver, à s'inspirer, à observer les œuvres et à déambuler dans le parcours. Voilà, et je passe la parole à Agnès, je crois. Absolument. Bonjour à tous, je suis Agnès Otzerklas et je suis la directrice générale adjointe de la Fondation. Et j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau projet. Alors, après le Hangar Y, où la Fondation Art Explorer est invitée à programmer l'exposition inaugurale et à accueillir justement les différents publics avec lesquels nous souhaitons travailler, eh bien, en 2026, la Fondation investira la gare Saint-Denis-Pleyel, un endroit tout à fait iconique du futur Grand Paris, puisque le consortium créé par la Fondation Art Explorer et le groupe immobilier Essor a gagné l'appel d'offres lancé il y a quelques mois par la Société du Grand Paris pour investir justement cette immense gare. Alors cette gare, elle est évidemment en cours de construction actuellement dans la ville de Saint-Denis. Elle est dessinée par l'architecte Kengo Kuma, le grand architecte japonais, à qui l'on doit entre autres la Cité des Arts et de la Culture de Besançon ou encore le FRAC de Marseille pour la France. Et ce sera un des hubs de transport en fait du Grand Paris, le plus grand prévu, puisqu'il connectera non seulement plusieurs villes du Grand Paris, mais aussi ce sera on verra le transport de beaucoup de personnes venant de l'étranger, puisqu'il y aura une connexion directe avec les aéroports, par exemple, de Roissy-Charles de Gaulle. On attend plus de 250 000 voyageurs par jour, donc c'est un flux absolument considérable qui passera par cette gare, et cette gare verra donc se développer sur plus de 5 étages différents espaces, dont 5 000 mètres carrés ont été confiés à Art Explorer et le groupe Essor. Et l'expérience que nous souhaitons créer, eh bien, c'est tout simplement de créer avec cette nouvelle gare une nouvelle destination culturelle francilienne. L'idée, c'est toujours, qui est au cœur de notre mission, c'est de rendre accessible la culture au plus grand nombre et de faire rayonner la jeunesse et les cultures du territoire, de ce territoire bien spécifique. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Plus de 70% des 5 000 m² qui nous sont alloués verront justement des expériences artistiques et culturelles, aussi bien de visites que de pratiques culturelles.
culturelle, avec évidemment des expositions, des expériences immersives, on pense particulièrement à des expériences en réalité virtuelle, mais aussi un espace de pratique libre, justement, qui permettra aux gens qui traversent cette gare, mais aussi à ceux qui vivent aux alentours de cette gare, de venir justement pratiquer leurs différents arts. Une résidence d'artistes, un incubateur culturel, donc vous le voyez, une grande ambition pour justement offrir une offre la plus diversifiée possible, avec des figures confirmées, mais aussi des figures émergentes. Et l'idée, vraiment, c'est de pouvoir justement aussi pratiquer cet espace de pratique libre pour toutes et tous. Alors, rendre la culture accessible au plus grand nombre, renforcer aussi l'attractivité de ce territoire en travaillant main dans la main avec les acteurs locaux, qu'ils soient associatifs ou culturels. Et donc, c'est un projet qui verra le jour en 2026. La gare est en ce moment en construction. Les espaces que nous nous approprierons sont en train d'être designés par le cabinet d'architectes Urbanact, qui avait d'ailleurs participé à la création du restaurant que nous citions tout à l'heure au Hangar Y. Et donc, rendez-vous, alors un peu tardif, pour le coup, il faudra encore attendre quelques temps, en 2026, pour justement découvrir ce nouveau lieu de destination culturelle francilien à la gare de Saint-Denis-Pleyel. Voilà pour ce nouveau projet et je cède maintenant la parole à Nicolas, notre responsable de la communauté des bénévoles, pour évidemment vous parler de cette communauté qui recrute tous les jours. Merci beaucoup Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Nicolas Coster, donc le responsable de la communauté bénévole de la Fondation ArtExplora. Alors cette communauté bénévole, elle compte aujourd'hui plus de 1600 bénévoles en France et au Royaume-Uni qui sont actifs pour déployer le projet de la Fondation, à savoir partager les arts et la culture avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous comptons 6 communautés locales. Nous venons de rebasculer notre mode d'organisation. Jusqu'à présent, nous réfléchissions en termes de région. Et maintenant, nous voulons partir vraiment sur un modèle de communauté locale où des bénévoles peuvent s'engager au plus près de chez eux, faire partie d'un groupe, d'une équipe et participer à la construction d'un projet. Donc aujourd'hui, nos 6 communautés sont présentes à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse, Metz. Mais nous avons des projets de développement, dont un beaucoup plus précis, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et nous avons des bénévoles individuels qui agissent sur une large partie du territoire. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos bénévoles, nous ne souhaitons pas exclusivement qu'ils soient là pour déployer des projets que nous aurions pensés dans un bureau parisien, mais qu'ils puissent vraiment contribuer à la diffusion de l'art et de la culture au plus grand nombre et qu'ils puissent être copropriétaires de ce projet avec nous. Et c'est pourquoi nous venons de créer des nouvelles missions bénévoles, de nouveaux engagements, au-delà des programmes dont je vais vous parler juste après, mais pour contribuer avec nous à la structuration et à l'organisation de ces communautés de bénévoles, puisque vient d'être créée récemment l'association des bénévoles ArtExplora, qui va porter ces bénévoles, et nous sommes en train de créer des groupes de travail pour travailler sur la structuration, l'organisation, les contenus des programmes, vraiment évoluer. Alors effectivement, comme je vois que la majorité d'entre vous n'ont encore jamais mené de mission bénévole, je vais plus détailler la seconde partie sur nos programmes, mais il faut savoir que si vous avez des compétences en organisation, en structuration, si vous avez une expérience en gestion d'association, nous sommes à la recherche vraiment de ces compétences par la suite. Je vais rentrer un peu plus sur nos programmes d'action. Comme le disait Frédéric en introduction, chez ArtExplora, nous sommes persuadés que l'art fait du bien. L'art relie les communautés. À partir du moment où nous avons ces 2 certitudes, il est évident que nous devons partager l'art et la culture avec le plus grand nombre. Et donc, nous nous adressons chez ArtExplora à la fois à ce qu'on appelle les publics empêchés d'accéder à l'art, c'est-à-dire que ce sont des personnes âgées dépendantes, des personnes hospitalisées, demain des personnes détenues, mais également auprès de ce qu'on appelle les publics éloignés. Ce sont des personnes qui pourraient tout à fait se rendre dans un musée, dans un opéra, dans une salle de spectacle, qui n'y pensent juste pas parce que ça ne fait pas partie de leurs habitudes, de leur histoire familiale et de leur histoire de vie. Donc aujourd'hui, nos communautés bénévoles agissent au quotidien et au plus près de chez eux pour partager des conversations autour d'œuvres d'art dans les EHPAD auprès des personnes âgées dépendantes. Il ne s'agit pas de faire de la médiation culturelle, il ne s'agit pas de faire des exposés ou des conférences, mais de venir avec une œuvre d'art qui nous parle, qui nous provoque des émotions et venir vivre ce temps d'échange individuel ou collectif autour de cette œuvre d'art avec des personnes âgées dépendantes, leur proposer quelque chose de différent, de sortir de leur quotidien à travers l'utilisation d'une œuvre d'art. Nous intervenons également dans les hôpitaux et je ferai un petit focus tout à l'heure sur les hôpitaux parce que c'est une offre qui se développe très largement et qui atteint ses objectifs et qui intéresse beaucoup les hôpitaux.
pour venir soit de chambre en chambre avec une œuvre d'art, pour venir de la même manière avoir une conversation autour d'une œuvre d'art, ou aussi sur des ateliers collectifs. Et nous développons de plus en plus des actions sur des groupes de parole pour des malades qui ont des affections au long terme, pour intervenir sur ces groupes de parole et leur permettre, une fois de temps en temps, d'échanger entre eux sur autre chose que leur maladie, mais utiliser l'art comme un moyen pour les sortir de leur quotidien. Nous développons des actions auprès d'enfants aussi dans les centres de loisirs. Et là, évidemment, vous comprenez bien qu'il ne s'agit plus exclusivement de conversation. Avec un groupe d'enfants de 5 ans, 10 ans, 13 ans, on ne va pas parler pendant 1 heure, mais c'est leur présenter un artiste, une œuvre d'art. Et encore une fois, on est ouvert à toutes les formes d'art. Et derrière, de mener un atelier concret, un atelier de création autour d'une thématique artistique. Et puis, le 4e programme que nous avons, qui rentre dans la catégorie de ce que nous appelons les faire venir, c'est les programmes dans les institutions culturelles, avec le programme Un pied au musée, que nous avions testé l'année dernière au musée du Louvre, que nous sommes en train de déployer cette année, toujours au musée du Louvre, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et puis avec plusieurs autres musées avec qui nous sommes en discussion sur tout le territoire national pour l'étendre. Le principe, il est de mobiliser des bénévoles qui vont venir découvrir un musée, demain une salle de spectacle aussi, un opéra, comment comprendre son fonctionnement, ses collections, ses projets, recevoir vraiment une formation avec les médiateurs de cet établissement culturel, et ensuite d'aller à la rencontre d'associations d'insertion, de culture, de solidarité sur le territoire, des associations qui ont un partenariat avec Art Explora, d'aller rencontrer les bénéficiaires, d'aller rencontrer les professionnels qui y agissent. Et une fois qu'il y a cette connaissance d'un public particulier, cette connaissance d'un établissement culturel, organiser 1, 2, 3 visites pendant l'année pour ces personnes, pour qu'ils aillent à la rencontre de ces établissements culturels, de ces projets, de ces collections, de ces œuvres, avec derrière cette idée que ces bénéficiaires pourraient demain devenir des acteurs et que découvrir un musée peut faire une révélation, amener une épiphanie chez ces personnes qui demain pourraient s'engager pour aller parler des œuvres d'art qu'ils ont découvertes dans les EHPAD, dans les hôpitaux ou animer des ateliers dans les centres de loisirs. Alors, je vous disais que je voulais vous faire un petit focus sur les hôpitaux. Ce qui est vraiment intéressant, on se rend compte qu'il y a une vraie appétence des hôpitaux sur ces projets. On voulait vous partager ces quelques chiffres dont nous sommes fiers aussi. Voilà, en 1 mois, nous sommes passés de 9 à 13 hôpitaux et on a beaucoup d'hôpitaux qui nous sollicitent aujourd'hui. Et je vous parlais au démarrage des missions bénévoles qui pouvaient se prendre au niveau d'Art Explora. C'est qu'on est aussi à la recherche de bénévoles qui vont nous aider à aller à la rencontre des hôpitaux, nous présenter ce projet, le développer. Il y a 13 hôpitaux aujourd'hui avec qui on travaille, on en est très heureux, on en est très fiers. Il y a énormément d'hôpitaux partout sur le territoire et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de nous appuyer sur des bénévoles qui s'engagent localement et qui vont proposer à des hôpitaux d'agir avec nous, nous mettre en relation et nous permettre de partager encore plus largement l'art et la culture avec tous. Enfin, la prochaine actualité, c'est que je vais vous parler de nos 6 communautés locales. Nous ouvrons une 7e communauté locale à Montpellier avec un événement qui aura lieu le 6 avril. Réservez bien la date, il y aura des informations qui viendront bientôt via la newsletter, via les réseaux sociaux. Mais nous implantons une nouvelle communauté locale à Montpellier en attendant les prochaines communautés que vous allez nous aider à ouvrir. Donc voilà, vous êtes tous, si vous résidez aux alentours de Montpellier, dans la région Occitanie et plus particulièrement dans la partie Languedoc-Roussillon, à venir nous rencontrer à cet événement le 6 avril 2023 à Montpellier. Et je cède la parole une nouvelle fois à Agnès pour les prochains événements de la Fondation. Absolument, merci Nicolas. Alors, les prochains rendez-vous, je pense que vous avez tous noté la date du 22 mars, date d'ouverture et inauguration du Hangar Y, où vous pourrez découvrir la première exposition inaugurale organisée par Art Explora, puisque la Fondation a été invitée dans le cadre de son programme de mécénat par le Hangar Y à programmer cette première exposition. En début avril, donc à Montpellier, si vous êtes dans la région, surtout n'hésitez pas à venir découvrir la communauté de bénévoles et les missions qui sont offertes dans votre région. En juin, nous aurons l'appel à candidature pour la Villa Tirana, qui est un projet qu'on détaillera lors d'un prochain webinaire, mais c'est une prochaine résidence d'artistes qui verra le jour dans la capitale albanaise, puisque le Premier ministre nous a confié les clés de l'ancienne résidence du dictateur albanais pour la transformer en résidence d'artistes. Mais affaire à suivre, on vous présentera ça lors du prochain webinaire. Fin juin, nos résidences d'artistes parisiennes, cette fois, ouvrent leurs portes. Vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous.
tous les artistes ouvrent leur studio pour des performances, pour expliquer leur travail. Venez avec vos enfants si vous en avez. C'est très convivial, très sympathique. Il fait en général beau. L'endroit est absolument exceptionnel à Montmartre, dans un parc d'un demi-hectare totalement fermé du public depuis des années. Donc, c'est vraiment l'occasion justement de venir découvrir cet endroit et rencontrer les artistes. Et enfin, eh bien évidemment, la première étape inaugurale de ce bateau-musée, notre projet amiral qui verra le jour en octobre 2023 à Marseille. Venez nombreux, réservez dès maintenant vos billets si vous n'habitez pas dans la région. C'est vraiment quelque chose qui vaudra le détour et ce sera a priori la seule étape française avant que le bateau ne prenne le large pour une vingtaine d'étapes dans une quinzaine de pays de la mer Méditerranée entre début 2024 et fin 2025. Donc un rendez-vous à ne pas manquer du 12 au 25 octobre prochain à Marseille. Voilà pour les prochains rendez-vous. Évidemment, nous vous invitons à nous suivre. La meilleure façon de s'engager avec nous, la première, la plus facile, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'être ambassadeur de notre fondation en en parlant autour de vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, évidemment, devenez bénévole. C'est à la portée de tous. Nicolas l'a dit tout à l'heure, on ne cherche pas des gens qui ont des maîtrises en histoire de l'art. Il suffit d'être comme nous, passionnés et convaincus que l'art nous fait du bien pour pouvoir réaliser tout type de mission. Voilà, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi avec des groupes d'audience très, très différents, que ce soit des enfants ou voilà, il y a une grande diversité de publics. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour organiser des visites avec ces différents publics dans les différents musées près de chez vous. Nous avons vocation à la fin de l'année 2023 à être présents dans toutes les régions de France. Si vous êtes intéressé par nous aider à créer la communauté locale, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez nous contacter dès maintenant sur le chat ou bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont présentes dans notre site internet. Donc, n'hésitez pas à contacter Nicolas, particulièrement pour les activités bénévoles. Voilà, je vous invite maintenant à nous poser toutes vos questions. Elles commencent à arriver. Donc, voilà, n'oubliez pas de préciser que ce n'est pas simplement à hôtes et panélistes, mais à tout le monde, afin que tout le monde puisse voir les questions que vous nous posez. Je peux prendre la première sur la sécurité des collections. On est passé par les fourches codines, effectivement, de la direction de sécurité des musées, celui du Centre Pompidou et celui de la Tate, et le camion est un véritable coffre-fort. Et donc, on a le même niveau de sécurité à bord qu'on aurait dans un musée national, parce qu'effectivement, ce sont des collections publiques, comme vous le soulignez. Sur le bateau, on a un peu plus de flexibilité, entre guillemets, parce que ce sont des collections privées, souvent, qui nous sont prêtées, mais globalement, au sein du pavillon, on a le pavillon sont gardiennés, on est très accueillis et très soutenus par les ports qui nous accueillent et donc qui nous mettent à disposition les équipes de police municipale ou de sécurité publique pour assurer ça. Voilà, peut-être la réponse aussi à une autre question, qui est une question qu'on nous pose régulièrement et elle vaut le coup d'être posée. Le métier de guide conférencier est réglementé. Faites-vous appel à ces professionnels? Alors oui, d'abord nous sommes amenés à faire appel évidemment à des professionnels. Ce sera le cas évidemment avec des médiateurs pour notre exposition dans l'air dans le cadre du hangar Y. Ce que l'on tient à préciser, c'est qu'en aucun cas nos bénévoles n'ont vocation à remplacer ou à se substituer aux conférenciers. D'ailleurs, ils ne le sont pas. N'ont aucune vocation à l'être. Ce dont on parle en général, c'est vraiment de conversation autour de l'art pour créer du lien social et faire découvrir justement et créer ces rencontres avec l'art. Alors, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, on parle vraiment de conversation où les bénévoles ont l'occasion de parler d'une œuvre qui leur est chère. Dans les visites de musées, c'est vraiment pour le coup l'accompagnement d'un groupe. Le musée du Louvre, par exemple, forme nos bénévoles pour bien connaître le musée, savoir de façon assez pragmatique où se fait l'accueil des groupes, quels sont les différents secteurs qui peuvent être visités, etc. Mais en aucun cas, évidemment, on a vocation à se substituer au guide conférencier, qui est un métier tout à fait à part entière. Sur le financement de la fondation, aujourd'hui, on a le statut de fonds de dotation. On a vocation demain à passer en fondation revenu d'utilité publique. Donc aujourd'hui, l'essentiel du mécénat est apporté par moi-même, donc à travers une dotation annuelle et une dotation initiale qui était de 4 millions d'euros, dont les revenus permettent de financer un certain nombre de ces actions. Quand on sera en FRUP, on est aujourd'hui déjà en train de constituer un cercle de mécènes entreprises.
entreprises qui nous soutiennent. Quand on sera en FRUP, on sera également éligible à des subventions publiques, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui sera bientôt le cas. Donc, subventions européennes, Europe créative, sur lesquelles on compte pour accompagner notre programme du bateau musée, des subventions des partenaires à la fois en sponsoring et en mécénat sur le bateau et les différents projets, notamment dans le hangar Y. Mais on est justement très attaché, je fais deux questions en une, sur la gratuité de tout ce qu'on fait. Donc, toutes les visites à bord du bateau sont gratuites, à bord du camion sont gratuites. Et donc, voilà, on cherche du mécénat individuel ou corporate, notamment pour pouvoir financer l'extension de ces mission. Alors Nicolas, peut-être une question pour toi, pour les établissements scolaires, pour nos missions bénévoles. Alors effectivement, nous avons quelques actions avec des établissements scolaires, principalement sur le programme Un pied au musée, mais il faut savoir qu'il existe déjà beaucoup de dispositifs qui permettent aux établissements scolaires d'accéder aux établissements culturels. Je pense notamment au Pass Culture. Nous sommes en train d'expérimenter un dispositif spécifique où la Fondation aide à financer le déplacement, le transport de ces groupes pour leur permettre d'accéder au musée. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les établissements ont un peu moins ce besoin, ayant des professeurs d'art plastique, des professeurs d'histoire de l'art notamment. Mais nous travaillons parfois avec ces établissements, même s'ils ont déjà beaucoup de dispositifs qui existent. Voilà. Et là encore, si vous avez des idées, si vous êtes vous-même professeur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aimons tester de nouvelles missions, créer des pilotes qui peuvent après être répliqués dans les différentes villes de France où nous sommes présents. Donc, n'hésitez pas. Le public cible du bateau, je dirais qu'il y aura deux types de public. Il y a le public spontané, c'est-à-dire le public qui sera là par l'effet de la communication et l'effet de visibilité du bateau et l'effet de curiosité naturelle. Et ça, c'est vraiment un public, on va dire, universel, généraliste, tous âges. Et puis, il y a le public qu'on va cibler, nous, de manière proactive. Et un peu comme tous nos dispositifs nomades, que ce soit le camion aussi, on travaille évidemment en amont de l'arrivée du bateau avec des associations du champ social, avec des publics scolaires, pour de manière proactive aller chercher des publics qui sont justement ceux que l'on vise. Et voilà, donc les deux publics vont se mélanger, probablement sur des plages horaires différentes, mais c'est vraiment une approche assez généraliste. Concernant, il y a beaucoup de questions, l'équipe du bateau, la partie navigation maritime. Je suis en train de répondre et je donne les coordonnées de Lorraine, qui est notre chef de projet bateau. Si jamais vous êtes intéressé, alors nous avons évidemment pas mal de besoins qui vont se préciser au cours des prochains mois avant que le projet ne prenne véritablement vie en octobre. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez un profil un peu particulier, n'hésitez pas à contacter Lorraine par mail. J'ai mis son adresse email dans le chat. Les dates pour les différentes destinations du bateau sont en cours de se préciser les unes après les autres, mais en gros, c'est le meilleur moyen, c'est le site web. C'est là où on publie dès qu'on a une actualité, c'est là où vous aurez le plus d'informations, site web et newsletter, pour se tenir au courant du routing du bateau. Absolument. Une question concernant notre soutien à des organisations existantes. Alors, oui, il nous arrive de soutenir certains projets. Après, c'est vrai que le cœur de la Fondation, ce sont vraiment nos dispositifs dont nous sommes nous-mêmes opérateurs, hein, comme vous avez pu le constater. Nous souhaitons évidemment travailler pour le coup en partenariat avec les institutions culturelles, avec les acteurs on n'a pas de dispositif de guichet, si je peux dire, d'association. Notre programme de soutien aux associations culturelles passe par le prix européen Art Explorer Académie des Beaux-Arts, où là, c'est un concours qui ouvre chaque année aux alentours du début du printemps et qui s'adresse à toutes les institutions culturelles, quelle que soit leur taille ou leur type de pratique. Donc, et on distingue des catégories pour qu'on ne se retrouve pas à avoir une petite association qui concourt dans la même catégorie que le Louvre. Et les gagnants, ils remportent 50 000 € de soutien et de valorisation de leur action. Et donc ça, c'est un jury qui est fait en moitié par des personnalités que je désigne et en moitié par des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts. C'est ça notre principal dispositif de soutien et d'accompagnement.
Et je rebondis peut-être sur une information qui nous a été partagée par Delphine sur le fait que Sciences Po inaugure une nouvelle charte consacrée aux arts plastiques. Eh bien, nous avons justement un partenariat avec cette école, puisque dans le cadre justement du cursus des élèves de Sciences Po, il leur est offert la possibilité de participer justement aux missions bénévoles avec une 60aine d'heures réparties sur une année. Donc, un programme très ambitieux qui nous permet d'avoir une 15aine d'élèves qui participent à nos missions bénévoles depuis septembre dernier. Est-ce qu'on a encore des questions en attente? Artcast 4D, projet mis en avant par la ville d'Issy-les-Moulineaux. Est-ce que ça, c'est une question ou une suggestion? On va regarder. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt et de vos questions nombreuses. On se réjouit par avance, information seulement, voilà, merci. On se réjouit par avance de vous retrouver dans les différents rendez-vous que Agnès de Cerclas a mentionnés. On prend tous vos encouragements, individuellement, collectifs, qui nous poussent à en faire plus, aller plus loin, plus vite encore si c'était possible. Et puis, voilà, prochain rendez-vous dans la forêt de Meudon pour le début du printemps. Fin mars. Et encore une fois, un très grand merci et à très bientôt. Et faites venir des gens nombreux sur nos webinaires et nos réseaux sociaux. Au revoir.